Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La 72e Assemblée Générale des Nations Unies a ouvert ses portes cette semaine à New York, aux États-Unis, avec un accent mis sur la priorité faite à l'être humain dans les différents pays. Le chef de l'État était représenté à ce rendez-vous mondial par le Premier ministre Komi Selom Klasu. Et puis le peuple Mina était en fête hier pour sa fête traditionnelle. Bakatoué à Nezan édition 2 a réuni les Adigo et alliés à Anero pour un retour aux sources. Les échos de cette édition, de cette célébration dans cette édition, tout de suite. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Nous évoquions dans nos précédentes éditions la participation du Premier ministre Komi Selom Klasu à la 72e Assemblée Générale des Nations Unies où il représente le chef de l'État. En marge des discours sur l'état de développement de chaque pays, dont le nôtre, le séjour du chef du gouvernement s'est poursuivi avec des rencontres bilatérales de haut niveau. Déjà vendredi, il s'est entretenu avec son collègue capverdien José Iluces de Pina Correa. Le renforcement de la coopération entre leurs deux pays était au centre des échanges. Et dans la même journée du vendredi, le Premier ministre s'est également entretenu avec le président kosovar Tachim Hassim. Nous les écoutons au micro de Isidore Koubati. Je remercie le Premier ministre pour le soutien du Togo à notre pays, et aussi pour la reconnaissance et aussi pour où il va aussi nous aider pendant les reconnaissances dans les organisations internationales. On a aussi discuté pour un échange des relations économiques avec le pays du Togo et aussi avec des accords entre les universités de Kosovo et des universités de Togo et des échanges des étudiants et d'enseignement supérieur. Nous avons parlé de la nécessité de renforcement du dialogue politique. Moi-même, je ne connais pas les pays, Togo. J'ai accepté l'invitation pour visiter les pays. Quand même, en termes de notre intégration régionale de la CEDEAO, nous partageons les mêmes préoccupations, objectifs de renforcer notre organisation, d'avoir une capacité institutionnelle renforcée, une participation de notre communauté dans le cadre du dialogue international et aussi l'économie qui peut se développer plus quand on travaille ensemble dans la région. Mais c'est une opportunité de se connaître et de renforcer le dialogue politique et de voir si on peut aussi coopérer, nous sommes intéressés, renforcer la coopération, relancer ou lancer la coopération entre le Cap-Vert et le Togo. Et toujours à New York, le chef du gouvernement Komi Selom Klasu a eu des échanges avec Miroslav Lajčák, le président de la 72e session ordinaire des Nations Unies cette année donc, et aucune déclaration n'a filtré de cet entretien entre les deux hommes. La plus importante rencontre de haut niveau du chef du gouvernement, Komi Selom Klasu, en marge de la 72e Assemblée Générale des Nations Unies restera sa rencontre avec Antonio Guterres samedi. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Aucune déclaration n'a filtré de cet entretien également, mais il faudra retenir le message laissé par le chef du gouvernement dans le livre d'or des Nations Unies, comme vous le voyez sur ces images. Et c'est mardi que se sont ouverts les travaux de la 72e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies avec pour thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Un thème qui s'illustre parfaitement dans les différents projets socio-économiques mis en branle au Togo et rappelé par le Premier ministre Komi Selom Klasu à la tribune onusienne. Le point des travaux avec Augustin Kossi. À ce débat général de l'Assemblée annuelle des Nations Unies, les chefs d'État et de gouvernement se sont succédés au podium pour présenter leur vision du monde et de leurs pays respectifs, avec en toile de fond, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous
sur une planète préservée. Deux discours ont été les plus attendus, celui de Donald Trump et celui d'Emmanuel Macron. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les sujets de désaccord sont apparus nettement en nombre important. Un an après avoir fait campagne sur l'isolationnisme de l'Amérique d'abord, Donald Trump a pris pour la première fois la parole dans le temple du multilatéralisme aux Nations Unies. S'il a atténué les critiques dont il abreuvait l'OTAN, le président qui a retiré le 1er juin dernier les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat a laissé entendre qu'il pourrait aussi rompre à l'échéance le 15 octobre prochain, celui conclu en 2015 par des grandes puissances avec Téhéran sur son programme nucléaire. Selon le département d'État américain, ces critiques relatives à l'accord de Paris et à celui sur le nucléaire iranien ne traduisent pas une aversion de principe par rapport au multilatéralisme. Les signataires de cet accord se sont retrouvés dans une ambiance très tendue aux Nations Unies sans parvenir à sortir de l'impact provoqué par la menace américaine de dénoncer le texte. Face à Trump, Macron défend l'accord iranien. Selon lui, sur les activités balistiques, il faudra un volet sanctions et aussi ouvrir une discussion sur le nucléaire post-2025 et sur le rôle de l'Iran dans la région car les tensions sont courantes au regard des activités de l'Hezbollah et la pression sur la Syrie. Le climat a été le plus grand absent du discours de Trump. Emmanuel Macron a mis en garde contre le réchauffement climatique qui ne cesse de causer d'énormes catastrophes. À la Corée du Nord, Trump promet une destruction de celui qu'il nomme Rocketman. Macron propose un règlement politique. Face aux États-Unis, la Corée du Nord estime qu'il faut répondre à la force par la force. En ce qui concerne la réforme de l'organisation onusienne, Trump s'est pourtant montré optimiste sur la capacité de l'ONU à évoluer, considérant qu'elle avait été handicapée dans le passé par la bureaucratie et la mauvaise gestion. Le Togo a aussi marqué son passage à cette 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le Premier ministre, comme Selon Klassou, au nom du chef de l'État fort Essozi Mnanya Singbe, a évoqué la nécessité de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, l'agenda de développement 2030 et le plan d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement. Le Premier ministre a rappelé au Conseil des Nations les différents programmes et projets mis en place par le Togo afin de garantir aux populations une croissance inclusive et durable. Le pays s'est engagé sur divers chantiers avec surtout la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, l'accès à l'eau potable et à l'énergie, l'entrepreneuriat rural et l'agrobusiness, l'emploi et l'autonomisation des femmes, autant d'actions entreprises pour la réalisation de l'agenda planétaire 2030. Également, à cette rencontre, des questions brûlantes de l'heure ont été abordées, notamment le terrorisme au Sahel et le financement de la force conjointe G5 Sahel, les crises migratoires et l'extrémisme. Des questions qui interpellent, mais qui divisent aussi les grandes puissances. Voilà donc le point des travaux de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Une session à laquelle a pris part le Premier ministre Komi Selom Klassou, représentant le chef de l'État. Autre actualité, la délégation américaine de l'organisme Both Hands Burning qui séjourne depuis cette semaine dans notre pays pour l'implantation du logiciel Child First Software poursuit ses activités. Et vendredi, la délégation s'est rendue à Anéro, plus précisément à Balokondi, dans la préfecture des Lacs, où elle a effectué une visite dans l'orphelinat Divine Providence. Et c'était pour échanger avec les responsables du centre sur ce logiciel qui va les aider à coup sûr à accélérer la procédure d'adoption des pensionnaires du centre. Le reportage est signé Clarisse Atikle. Orphelinat Divine Providence situé à Balokondi dans la préfecture des Lacs. 78 pensionnaires y sont pris en charge par les sœurs de Notre-Dame de l'Église depuis 1998. L'orphelinat s'investit dans l'adoption pour offrir la chance à ces enfants orphelins, abandonnés ou handicapés de vivre dans une famille. L'organisme Both Hands Burning a effectué une visite dans ce centre afin de leur apporter le logiciel Child First Software qui va faciliter et accélérer la procédure d'adoption au Togo. Nous sommes très heureux d'accueillir cette association Both Hands Burning pour nous aider avec leur logiciel pour pouvoir travailler à l'avancement de ces enfants
qui vont être l'avenir de demain dans notre pays, le Togo. L'enfant a son dossier dans cet orphelinat et ça va nous aider à avancer plus pour l'adoption des enfants. Are very well taken care of, and that makes us very happy, and we hope our technology. Nous avons constaté que les enfants ont la bonne humeur et c'est une très bonne chose pour nous. Ils sont bien entretenus, c'est pourquoi ils sont contents et notre technologie va aider à faire davantage. Cette visite a été l'occasion d'échanger avec les responsables de l'orphelinat Divine Providence sur le logiciel Child First Software et a permis également à la délégation de Both and Burning d'apprécier les conditions de prise en charge des enfants. Nous avons voulu que nos invités touchent du doigt une autre réalité. C'est pour cela que nous sommes venus dans ce centre-là où il y a vraiment de quoi aider le centre à mieux prendre en charge les enfants. L'orphelinat Divine Providence a déjà fait adopter plusieurs enfants avec l'accompagnement du Comité national d'adoption et l'implantation du logiciel CFS. Le centre espère offrir à tous ces enfants le droit à une famille permanente en vue de leur assurer un lendemain meilleur. La direction de la protection des végétaux forme les brigades phytosanitaires à travers le pays. À Dapan, dans les savanes, 42 brigades sont donc à l'école pour jouer un rôle de donneur d'alerte précoce dans leur localité, et ceci dans l'objectif de protéger les végétaux et accroître ainsi les productions. De Dapan, la correspondance de Désiré à l'œil. La protection phytosanitaire des cultures est une priorité aujourd'hui dans l'agriculture pour soutenir la production menacée par les ravageurs. Les agents de l'ICAT, des directions régionales de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique et les brigades villageoises cibles principales à mettre en contribution pour jouer un rôle d'alerte précoce dans leur localité. Dans les savanes, ils suivent une formation dans ce sens afin que la veille phytosanitaire soit assurée. Aujourd'hui, on va leur donner tous les outils pour identifier les ravageurs. Nous allons leur donner la notion sur les pesticides, c'est-à-dire les produits qu'ils vont utiliser. La notion sur comment les utiliser pour ne pas créer de problèmes à l'environnement et à la santé humaine et animale. Et ainsi, arrivés dans leur village, ils vont prendre ce travail en charge pour que les autres producteurs qui ont besoin de traitements, qui ne savent pas comment identifier ces ravageurs, surtout à temps, pour prendre la relève. Et dès qu'ils voient un problème dans un champ, ils alertent le producteur. Et le producteur, il donne les conseils. Et eux-mêmes sont chargés de lui faire le traitement pour qu'il ne s'intoxique pas. Pour cette phase, 40 brigades seront formées, équipées et installées et portera le nombre à 142 dans la région des savanes. Ils pourront désormais identifier la biologie des ravageurs, leur détection et leurs méthodes de surveillance. C'est une urgence aujourd'hui de faire face plus efficacement aux nouveaux ravageurs, notamment Spodoptera frigiperda, Sesame calamitous et autres qui font des dégâts énormes. Il faut alors prendre en charge la destinée des cultures et les stocks. C'est le rôle des brigades villageoises désormais spécialistes dans leur localité. Également dans l'actualité, les forces vives de la COSA sensibilisées sur le maintien de la paix et la sécurité suite aux manifestations de rue concernant les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et c'est le point focal, unir et les élus de la COSA à l'Assemblée nationale qui ont mené cette sensibilisation. Des précisions avec notre correspondant sur place, Nestor Mozou. Les députés sont mandatés par les électeurs pour les représenter à l'Assemblée nationale. Ils ont donc l'obligation de leur rendre compte du travail qu'ils font au Parlement. Ces derniers jours, l'actualité dans le pays est marquée par des manifestations de l'opposition pour réclamer des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Les députés issus de la COSA ont expliqué aux responsables des organisations et aux autres militants du parti UNIR de la préfecture de ce qui s'est passé lorsque les parlementaires ont été saisis par le gouvernement pour étudier son projet de loi concernant ces réformes. Le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée et ce projet de loi portant modification de la Constitution en 16 articles 52, 59 et 60
et que l'Assemblée nationale l'a voté. Cette réforme, pour entrer en vigueur, n'ayant pas eu l'assentiment de 113 députés sur 91, doit passer au référendum. Et cette information, il fallait que nous venions la porter à nos populations, à nos mandants, et pour qu'elles sachent ce qui les attend. C'était des réformes demandées par l'opposition. Mais en fin de compte, elle a choisi la rue et elle prétend plutôt que c'est toute la Constitution qui doit être leur amendement, alors que le gouvernement n'a amené que 3 articles. On ne peut pas amender toute une Constitution dans 3 articles. Les manifestations de l'opposition par rapport aux réformes ont été émaillées d'actes de violence, actes qui ont été condamnés à cette rencontre. Les orateurs ont appelé les militants du parti Union pour la République à œuvrer pour le maintien de la paix dans le pays. Nous, au Parti Uni, nous formons nos militants. Nous leur disons en toute situation les réactions qu'on peut avoir qui doivent être plutôt des réactions réconciliatrices. Nous avons proscrit la violence chez nos militants, mais nous ne leur demandons pas de rester inertes. C'est pour cela d'ailleurs que le Parti Unir marche. Nous marchons pour soutenir l'action gouvernementale. Nous scandons des slogans qui vont vers la paix et la réconciliation. Les militants qui ont participé à cette séance d'échange ont été exhortés à porter les messages qui leur ont été donnés à la connaissance des autres, en attendant que le point focal Unir et les députés fassent le tour dans les différentes localités de la préfecture. Et toujours dans cette quête de la paix et surtout du maintien de la cohésion nationale, des offices religieux ont été organisés à Blita, une initiative des cadres du Parti Unir de la localité. Sur place, la correspondance de Lamarck Bojula. La situation sociopolitique inquiétante que connaît le Togo ces derniers jours interpelle certains à intercéder pour la paix. C'est le cas de Blita où les autorités ont demandé des offices religieux pour implorer la grâce de Dieu sur le pays. Ces offices religieux ont démarré par la prière musulmane. Les fidèles du Mahomet ont prié pour la repentance et pour le repos des âmes disparues lors des récentes manifestations. Suivent les catholiques qui ont prié pour l'entente, la tolérance, le pardon et la réconciliation. La dernière prière fut celle de l'église protestante. Les fidèles ont prié pour les dirigeants et les acteurs politiques afin qu'ils arrivent à un consensus. Le Seigneur même a dit, demandez et l'on vous donnera. Le Saint Paul a dit, celui qui souffre, qu'il prie. Alors le peuple togolais étant en train de souffrir politiquement, nous nous sommes réunis pour prier Dieu pour qu'il nous ramène la paix. Nous sommes sûrs que nos prières sont exaucées et que Dieu mettra dans le cœur de chaque Togolais l'amour, le pardon, la réconciliation et l'entente mutuelle. Nul ne peut ramener la paix et la quiétude sociale dans ce pays en dehors de Dieu. Entre nous Togolais, nous devions nous asseoir, nous parler et nous écouter. Les brèves peuvent se couver, mais en aucun cas, elles ne doivent jamais se transformer en flammes. Il faut tout éviter. Voilà les raisons de nos prières. Nous demandons Dieu le Tout-Puissant, Allah, de nous ramener la paix et la quiétude que nous avons vécue depuis plusieurs années. À l'ouverture de ces offices religieux, le préfet de Blita, Batossa Boukari, a situé l'événement et relevé que ces prières sont organisées afin de remettre le pays, ses dirigeants et les acteurs politiques entre les mains de Dieu. Dans le reste de l'actualité, au Mali, les attaques terroristes ont redoublé d'intensité ces dernières semaines. Un engin explosif s'est déclenché ce dimanche sur la route empruntée par des casques bleus dans le nord du pays. On déplore dans les rangs des soldats de la paix au moins 3 morts et 5 blessés selon un bilan provisoire. Et au Kenya, c'est un nouveau rebondissement après l'invalidation de l'élection présidentielle du 8 août dernier. Le parquet kenyan a ordonné ce dimanche à la police et à l'agence anticorruption d'enquêter sur la commission électorale pour irrégularité et actes illégaux présumés commis lors du déroulement de la présidentielle. Le feuilleton se poursuit donc.
Du jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quoi qu'il en soit, Angela Merkel semble être donc résignée pour briguer un 4e mandat en Allemagne. Ce qui l'amène donc à partager avec son mentor Helmut Kohl le record de longévité politique à la tête de l'Allemagne depuis 16 ans exactement. Retour ce soir sur la trajectoire ascensionnelle de cette fille de pasteur devenue depuis plusieurs années la femme la plus puissante du monde. Suivez. Femme, entourée des hommes les plus puissants de la planète, c'était lors d'un G8 en 2010. En 12 ans de règne, Angela Merkel a connu pas moins de 4 présidents français, 3 présidents américains et 4 premiers ministres britanniques. Avant d'entrer en politique, la jeune fille originaire d'Allemagne de l'Est entame une carrière de physicienne. À 35 ans, elle est pour la première fois élue députée de l'Union chrétienne-démocrate en 1990. Propulsée à la tête du parti quelques années plus tard, l'ancienne protégée d'Helmut Kohl devient chancelière allemande en 2005. Angela Merkel est décrite comme une force tranquille qui sait manier l'art du compromis aussi bien dans son pays que sur la scène internationale. À 63 ans, celle que l'on nomme la patronne de l'Europe connaît une longévité exceptionnelle en politique. Candidate à un 4e mandat, Angela Merkel est en passe de poursuivre son règne. Le juge administratif et la protection des libertés individuelles dans le contexte de la décentralisation. Et c'est le thème d'une conférence débat organisée cette semaine à l'endroit des organisations civiles et un panel de professionnels de droit. Des précisions avec Yasmine Kodia. La décentralisation, l'État reconnaît un pouvoir aux collectivités locales, mais l'exercice de cette autorité peut connaître des conflits entre l'autorité décentralisée et l'autorité déconcentrée. Et seul le juge administratif est habilité à régler ces contentieux. L'importance du juge administratif, la procédure de recours et la procédure de gestion des conflits sont entre autres les sujets débattus au cours de cette conférence. Le juge administratif est celui-là, le juge-là qui tranche du contentieux administratif. Le juge, quand il est saisi, il fait l'instruction du dossier et passe le dossier à l'audience et comme je l'ai dit, il vérifie la légalité. Si l'acte a respecté la loi, s'il n'a pas respecté la loi, on parle de la violation de la loi. Si l'acte a violé la procédure, c'est les vices de procédure ou de forme. S'il y a détournement de pouvoir, le juge peut annuler ces actes. Le juge administratif et la protection des libertés individuelles dans le contexte de la décentralisation au Togo, thème principal de cette conférence à travers laquelle le CEJUS espère édifier les citoyens sur le rôle du juge administratif. La conférence de ce matin est organisée pour déployer le terrain et poursuivre des actions de sorte à ce que l'effectivité de la juridiction administrative puisse être constatée de tous, acceptée de tous, aussi bien par les autorités dont les actes seront naturellement contrôlés que par les administrés qui, à un moment donné, doivent savoir que lorsqu'ils se sentent brimés dans leurs droits et par un certain nombre de décisions, d'actes administratifs, ils peuvent saisir. Ils ont le droit de saisir un juge qui protège leur liberté, qui est le juge administratif. Ces échanges contribuent à l'enracinement d'une justice administrative au Togo à l'heure où des efforts sont menés pour une décentralisation réussie. Un peu d'histoire à présent avec cette effervescence hier du côté d'Aného, la cité des Anais dans la préfecture des Lacs. Le peuple Mina s'est retrouvé pour la 2e fois consécutive pour célébrer sa fête traditionnelle identitaire Bakatoué Anaisan. Elle consiste à amener les Adigo et alliés à se ressourcer et surtout passer en revue tout le processus de leurs ancêtres depuis Elmina au Ghana en 1666 et leur installation aujourd'hui à Aného il y a 351 ans. Robert Kotobé, Augustin Kossi. Depuis septembre 2016, la communauté Adigo et alliés, fondatrice de la ville d'Aného, s'est identifiée dans l'espace culturel guéminan où elle cohabitait il y a de cela 3 siècles avec les autres peuples. Comme devoir de mémoire, les Minans du Togo et ceux du Ghana
se sont retrouvés pour la deuxième fois consécutive à Anéko, leur berceau commun, pour célébrer Bakatoué Anezan, leur fête traditionnelle qui leur offre l'opportunité de redécouvrir la cité historique et le parcours de leurs ancêtres. La culture étant l'âme d'un peuple, les Adigos et leurs alliés ont la leur, qui est exprimée par le festival Bakatoué, célébré en milieu Fanti d'Elmina. L'identité culturelle fait donc référence aux origines, et nous les Adigos, nous savons d'où nous venons. Les Adigos sont les noms de la ville d'Anéko, située sur la côte ouest africaine, ville aujourd'hui plus que tricentenaire, 2 fois capitale du Togo, fondée par Juan Dessou, le premier qui est assis sur ce trône que j'occupe aujourd'hui en tant que 15e. La présence ce jour à Anéko des Minas du Ghana, du Bénin et d'ailleurs est une marque d'union entre Elmina, ville d'origine, et les autres pays selon Togbi Akati II Didilevo de Komé au Bénin. Accompagné de ses pères de la région maritime, Evefiaga Togbi Agokoli IV, roi des Évés, a salué l'avènement de Bakatoué Anezan qui permet mieux de traduire les valeurs culturelles des Minas. La fête Bakatoué Anezan, une fête qui en même temps constitue une occasion de retrouvailles des fils et filles de la communauté Mina, de se rappeler de leurs ancêtres et également de prier pour que la paix règne dans notre pays. Nous nous félicitons pour cette réjouissance et allégresse qui anime cette communauté et exhortons tout un chacun à l'esprit de vivre ensemble dans l'harmonie, la réconciliation et la paix. Brothers and sisters of Agigo and allied community, Bakatoué Anezan constitue le cordon ombilical du peuple Agigo et allié avec la communauté d'Elmina. Notre ancêtre Kobela Dessou, que nous appelons ici Kwa Dessou, est le lien qui lie ces deux communautés. Je parlais de la communauté Agigo et alliée et le peuple d'Elmina. Le ministre Guy Madje Lorenzo de la Culture trouve dans la célébration de Bakatoué Anezan la volonté des Minas d'immortaliser la mémoire de leurs ancêtres et d'apporter un plus à la richesse culturelle gamina. L'ensemble des cérémonies qui trouvent leur apothéose dans la célébration de ce jour ont pour but primordial de resserrer les liens entre les membres de votre communauté. Cependant, la célébration de cette fête ne doit pas être considérée comme un repli d'une communauté sur elle-même, mais au contraire, un apport qui vient enrichir nos diversités culturelles qui fondent notre patrimoine national. L'exemple que vous nous donnez aujourd'hui, cet exemple qui rassemble tous les peuples de cette région, de cet espace, doit nous permettre, au-delà de toutes nos divergences politiques, ethniques et autres, à considérer cet espace qu'est le Togo comme notre bien le plus précieux et à tout faire pour vivre ensemble. Vous, les chefs traditionnels, vous avez montré que à travers le dialogue, parce que nous sommes aussi des peuples d'oralité, c'est à travers le dialogue, le respect de l'autre, que nous arrivons à surmonter des choses insurmontables. Alors, je profite de cette tribune pour appeler tous les Togolais à la paix, à la fraternité et à leur dire qu'il n'y a pas de problème sans solution. Bakatoué Anezan est célébré aussi en mémoire des 91 ans de retour des déportés de Mango et des 351 ans de la venue sur la côte togolaise Petit Popo en 1666 du Fanti Atakwam Dessou I au Ghana, plus précisément à Elmina. Bakatoué se célèbre tous les premiers mardis du mois de juillet.
il y a 20 ans, a vu le jour au sein de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, l'amicale des femmes du secteur de l'énergie électrique du Togo. Et cette semaine, elles ont commémoré ce jubilé de porcelaine en une soirée à laquelle ont pris part également quelques responsables de cette société. Rachel Aoukou et Augustin Kossi nous font revivre cette soirée. Nous sommes un dans un lien d'amour. Elles expriment ainsi par ces gestes le sens de la solidarité et de la nécessité du vivre ensemble au sein de leur société, la CET. L'amicale des femmes du secteur de l'énergie électrique du Togo célèbre ses 20 ans d'existence. Et avec elle, la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo pour marquer en toute beauté les 2 décennies. C'est beaucoup d'histoires derrière, beaucoup d'amour, beaucoup de projets passés, futurs qui ont permis de recentrer et de raffermir les liens entre nous, les femmes de la CET. 20 ans de parcours très très riche. Et il y a la promotion de la femme, l'épanouissement de la femme, le bien-être de la femme sur le lieu de travail. Je crois que tous ces objectifs que nous nous sommes assignés sont atteints, sinon nous ne serons pas là 20 ans après. Un riche parcours qui a permis donc à la gente féminine une meilleure intégration au sein de la compagnie. Plus déterminées que jamais, elles ont su rehausser l'image de la CET à travers leur leadership dans tous les compartiments de l'entreprise. Un dévouement au service du goût du relationnel, salué à juste titre par leur premier responsable. Cette amicale a 20 ans et regroupe toutes les femmes du secteur de l'énergie électrique du Togo, notamment les femmes de la CET. Cette amicale nous apporte beaucoup, nous permet également de pouvoir appliquer une politique d'équilibre des genres et nous permet également de cibler la formation qui puisse permettre à ces femmes de pouvoir rentrer dans le secteur de l'énergie électrique qui, au départ, est un métier réservé pour les hommes. C'est depuis le 5 septembre 1997 que cette aventure a commencé. Et les pionnières sont là pour prodiguer d'utiles conseils à la jeune génération. Cette dernière a été invitée au travail bien fait pour tirer le secteur de l'énergie électrique du Togo vers plus de résultats et répondre aux attentes de la population. Et voilà, c'est sur ces belles images des femmes du secteur de l'énergie que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paka pour la dernière édition du journal. Au revoir.